Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Valérie. Bonjour à vous deux. Valérie avec un S, vous devriez dire. Valérie Benaïm est notre invitée aujourd'hui. Valérie. Est content. Ben oui, on est ravis de vous bien recevoir. On vous retrouve évidemment chez Cyril Hanouna. Bon, je vais faire un lapsus moi aussi. Chez Cyril Hanouna tous les jours dans TPMP. Oui, on calculait, ça fait combien? Presque 11 ans, c'est ça? Oui, quasiment. Oui, 11 ans, j'entends ma 12e année déjà. Voilà, oui, je suis fidèle. longévité, absolument, du lundi au vendredi. On vous retrouve également sur YouTube pour une émission littéraire, droit d'auteur. MyCanal. MyCanal, d'accord, c'est Gilles qui a fait une erreur. Oh, oui. La dénonciation. Sur MyCanal. Et vous venez surtout pour nous parler de ce livre, Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série. C'est paru chez Fayard. C'est un livre écrit à la première personne qui vous prend par la main, c'est ce que je vous ai dit juste avant, et qui vous emmène à la rencontre de ces femmes qui écrivent à des criminels, à des tueurs en série, à Nordal Lelandais en l'occurrence. Enfin, ils font plus qu'écrire. Oui, hein. plus qu'écrire, pour certaines, pour certaines, mais qui entament une relation amoureuse. Et cette question, mais qui sont-elles? Est-ce qu'elles sont folles? On va voir avec vous que c'est hélas, ou en tout cas, plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On va en reparler dans un tout petit instant, mais tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Oh là là, Valérie avec un S, ça a chauffé hier sur le plateau de BFM entre Alexandre Nicolic du Rassemblement National et Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Alors le débat était sur la venue de Marine Le Pen demain à la panthéonisation de Manouchian. Je ne sais pas si on dit Manouchian ou Il Manouchian. paraît qu'on peut dire les deux. Alors, Manouchian. Les gens disent Manouchian en ce moment, moi j'ai toujours dit Manouchian. Mais... Manouchian. Et très vite ça a dérapé sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, une ambiance finalement très touche pas à mon poste. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Moi, je pourrais vous respecter, mais est-ce que vous pouvez dire, vous, sur ce plateau, que Jordan Bardella s'est trompé en disant que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Moi, vous me le dites ce soir sur le plateau. Moi, vous me dites Jean-Marie Le Pen était antisémite sur ce plateau, et je considérerais que vous avez avancé. Mais attendez, vous avez commencé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez dire ça? Mais monsieur, laissez-moi terminer. Vous avez commencé. Parce qu'à chaque fois, ils ne répondent pas. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite? Vous avez commencé tout à l'heure. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite? Mais on est aujourd'hui ceux qui... Mais répondez! Ça vous rappelle touche pas à mon poste, ce genre d'ambiance? Ça me rappelle les débats musclés qu'on a, oui, bien sûr. Mais moi, j'adore ça, parce que c'est ce que j'appelle les agoras modernes. Ah oui, est-ce que c'est du spectacle ou pas? Non, je pense pas. Non, parce que chacun vient vraiment avec son intime conviction et a l'envie de persuader l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Donc, si c'était que du spectacle, ça n'aurait aucun intérêt, parce que chacun vient avec ses prises de position, repart avec ses prises de position, n'a pas bougé d'un iota. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que peut-être éventuellement les uns et les autres ont bougé à la marge en face de l'interlocuteur et des arguments de l'interlocuteur. Ça bouge pas beaucoup, souvent c'est assez... Pas forcément, non, ça peut nous faire un petit peu bouger les lignes, moi je crois. Votre point de vue sur le débat qu'il y a eu la semaine dernière avec Reporters sans frontières et l'idée de ficher, ou en tout cas de dire de quel bord politique sont les débatteurs. Je vous ai écouté tous les deux, je vous ai trouvé formidable, vous avez tout dit, évidemment. On a fait une interview de François Jost qui a répondu... qu'il était acculé et qu'il était dos au mur et qu'il se rendait bien compte que ce qu'il avait proposé était à la fois impossible et en même temps dangereux. Ouais, voilà. Absolument, impossible à appliquer. On continue. Depuis la mort de son mari, Yulia Navalny est sur tous les fronts, et hier sur toutes les télés, qui ont dévoilé un message dans lequel elle indique continuer le combat de son mari. C'était un reportage de France 2 hier. L'épouse de l'opposant, Yulia Navalnaya, elle, accuse Vladimir Poutine. Et dans cette vidéo publiée aujourd'hui, elle annonce qu'elle reprendra le flambeau de son mari. En tuant Alexei, Poutine a tué la moitié de moi, la moitié de mon cœur et la moitié de mon âme. Mais il me reste l'autre moitié. Et elle me dit que je n'ai pas le droit d'abandonner. Yulia Navalnaya a été reçue ce lundi à Bruxelles. L'Union européenne tient les autorités russes pour responsables de la mort de son mari. C'était un discours fort, incroyable de courage. Oui, de courage. Et je trouve d'élégance, en fait, parce que cette femme ne s'effondre pas alors qu'elle vient de perdre son mari il y a quelques jours à peine. Et je trouve ça d'un courage absolu. Hier, Chloé Morin, dans C'est à vous, essayiste, a commenté un sondage d'Opinion Ouest sur le féminisme et qui indique que c'est Marine Le Pen qui, à 30%, défend le mieux les femmes. Sandrine Rousseau n'est qu'à 15%.
Moi, ma lecture de ces résultats, qui sont évidemment accablants pour la gauche et pour tous ceux qui portent ce combat, c'est qu'il y a une manière de mener ce débat qui est sans doute perçue comme trop conflictuelle et sans doute perçue par une partie de la société comme étant hostile aux hommes, en général, et pas simplement une question de libération de la parole. Et je pense qu'il y a une attente des Français pour des paroles qui montrent que ce combat-là peut être aussi celui des hommes. Puisqu'on parle du féminisme, je voulais revenir sur un passage de cette émission. On avait reçu Christophe de Chavannes. Je lui avais passé dans le zapping un extrait de Vous-même qui avait été un peu choqué de la phrase de Pierre Arditi qui disait « Si elle me trompe, je la tue ». Et vous aviez déclaré « Mais c'est un féminicide, c'est une proposition de féminicide, banalisation en direct ». Et il vous avait dit, Christophe de Chavannes, dans cette émission, un peu d'humour, Valérie, un peu de second degré. Vous vous doutez que c'était un acte d'amour que disait Pierre Arditi. Qu'est-ce que vous avez, puisque vous êtes là, j'en profite pour avoir une réponse. Tu réponds, on remet une pièce dans le vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais simplement, je vous pose parce que vous êtes là. Je redis que, oui, évidemment, Pierre Arditi, il n'avait pas du tout l'intention de, on est d'accord, mais je pense qu'il faut aussi parfois le relever, parce que moi, je persiste à dire que ça banalise malgré tout ce sentiment que certains hommes ont, et d'une certaine génération aussi, d'appartenance, et que le vocable peut aussi évoluer, c'est tout. Je relevais pas plus que ça. Mais ça vous a pas fait amuser qu'ils disent ça sur le... Non, pas plus que... Non, franchement, non. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, Chloé Morin. Chloé Morin, elle dit que le combat féministe ne doit pas être un combat contre l'homme. Oui, bien sûr. Ça, c'est le retour de bâton, un backlash de la libération de la parole, et qui est une parole, moi, qui me dérange beaucoup en ce moment, malgré tout. L'idée, c'est de dire que Sandrine Rousseau essaye de, justement... oppose les genres, en fait. Oppose les genres, bien sûr. Et donc, elle dit, voilà pourquoi Sandrine Rousseau est très bas dans les sondages lorsqu'on demande qui combat le féminisme. Donc voilà. Ok, on continue. Vous me demandez quand vous voulez que je vous explique ça. Vous voyez, nous, on est on est à la maison, on explique. Vous qui aimez les histoires criminelles et leur univers, on va en parler avec votre livre, vous avez sans doute suivi ce rebondissement dans l'affaire Jonathan. Là aussi, c'est comme Manoukian, on peut dire les deux. On va dire Pardon, on va pas les comparer. Jonathan Daval. Jonathan est en prison et donc privé de parole, a attaqué sa belle famille qui, à travers un livre et une fiction sur Canal+, auquel ils ont collaboré, amène, d'après l'avocat de Jonathan, des informations erronées qui ne sont pas dans les éléments du procès. J'aurais préféré qu'on ne dépose pas plainte et j'aurais préféré ne pas intervenir dans votre émission ce soir, Julie. Très clairement. J'aurais préféré que la famille d'Alexia n'invente pas des histoires. J'aurais préféré qu'elle ne raconte pas des mensonges dans une série télévisée. Ça nous aurait permis d'éviter ce type d'incident. Si nous avons déposé plainte, c'est pour que ça s'arrête. Cette série télévisée dont on parle sur Canal+, qui n'a qu'une seule vocation, c'est une vocation commerciale. Je n'en connais pas les accords, mais ça existe. Apporte des éléments qui sont totalement erronés sur les conclusions concernant l'affaire Daval. J'aurais préféré qu'on s'en tienne au procès, qu'on tourne la page de ce procès. C'est ce qui était prévu, c'est ce qu'avait annoncé la famille d'Alexia. Alors vous qui êtes spécialiste des affaires criminelles, vous en pensez quoi ? Non, mais l'avocat est dans son rôle, il défend son client, mais malgré tout, on peut pas ne pas s'empêcher de voir là une forme d'indécence. Cet homme-là a tué, et il va attaquer les parents de la victime. On peut tout dire parce qu'il l'a payé, il est en prison, il y a eu un procès. C'est une œuvre de fiction que propose Canal. Oui. C'est pas un documentaire. Mais par exemple, ils disent qu'elle l'a empoisonné. Enfin, il l'a empoisonné. Apparemment, c'est pas le cas. C'était une fiction ou un documentaire ? C'est une fiction. C'est une fiction. Ouais. Voilà. Donc à partir du moment où c'est marqué librement inspiré des faits, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Mais voilà, je persiste à dire que malgré tout, même si l'avocat est dans son droit, c'est compliqué d'entendre que le meurtrier va se retourner contre la famille de sa victime. Vous avez vu, j'ai fait le zapping en fonction de vous et je continue pour la chanson. Vous êtes pas mal. C'est une diva baroque qu'on aime bien ici, nous aussi. Je profite donc de votre venue pour diffuser un extrait que j'avais pas pu faire parce que il y a 10-12 jours, il y a eu Affida Turner qui est venue dans Touche pas à mon poste présenter son dernier titre. Elle a chanté elle a plutôt hurlé son dernier titre. On l'adore, elle est géniale. Ah ouais, elle fait le show, Elle fait le show.
Voilà, Affida Turner avec son single. On vous a jamais proposé de vous habiller comme Affida. Écoutez, je n'ai pas les mêmes atouts qu'Affida, je suis absolument navrée, et voilà. Et quand bien même je les aurais, je suis pas sûre d'avoir la capacité de showgirl comme elle. Allez, on se retrouve dans un instant avec Valérie Benaïm. Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série. Effectivement, c'est une question fascinante et le livre est passionnant. Oui, le livre est passionnant, et absolument. C'est paru chez Fayard et on en parle dans un instant. On parlera d'Hanouna aussi un petit peu. Avec plaisir. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Valérie Benaïm, évidemment. Vous la connaissez depuis le temps qu'elle est à la télé. C'était quoi votre première télé d'ailleurs ? Vous vous souvenez ? Je crois que c'était... il me semble que c'était sur MCM. Ah oui. Il me semble, oui. Et je faisais une émission qui s'appelait Cinémascope. Parce que la culture, vous savez, Valérie, est ma passion. Et donc, voilà, je faisais une émission de cinéma. Donc, c'était il y a quelques temps. Et donc, vous êtes aux côtés de Cyril Hanouna tous les soirs. Vous y êtes tous les soirs. Vous faites partie des rares chroniqueurs à ne pas bouger. Quasiment. Et donc, c'est tous les soirs, évidemment, sur C8. Et puis, la culture, vous le disiez, c'est votre dada, comme aurait dit Omar Sharif. Et sur MyCanal, vous avez cette émission. Oui, j'assume. Droit d'auteur, une émission littéraire, puisque vous adorez évidemment tout ce qui est littérature. Et puis vous publiez, vous avez pris la plume, Il n'est pas celui que vous croyez, ces femmes amoureuses de tueurs en série, qui est paru chez Fayard. Je le dis, c'est un page turner. Quand on commence, on ne le lâche pas, parce que vous l'avez écrit à la manière d'un reportage. Vous racontez exactement comment vous est venue cette idée. Vous allez le dire aux auditeurs, parce que j'aimerais qu'ils découvrent aussi le livre en le lisant. C'est ça qui est important. Comment vous est venue l'idée ? En fait, j'étais devant ma télé, j'étais en train justement de préparer Touche pas à mon poste, et j'ai toujours, moi, la télé allumée, un peu comme dans une rédaction, avec j'ai besoin d'avoir ça en bruit de fond. Ça se prépare, Touche pas à mon poste. Bien sûr que ça se prépare. Vous avez un mauvais fond, j'ai dit. Et donc, j'entends le journaliste à l'antenne évoquer l'affaire Nordal-Lelandais, et notamment l'éruption en marge de la grande affaire d'une femme qui aurait passé de la drogue et de l'alcool aux prisonniers. Et là, j'arrête tout et j'écoute extrêmement attentivement, et ça m'interpelle. Pour quelle raison ? Ça, il faudrait peut-être me psychanalyser, mais en tout cas, ça m'interroge, et j'arrête tout et je commence à regarder si cette histoire est une histoire à la marge, si cette femme connaissait déjà Nordal-Lelandais auparavant, auquel cas il y aurait un lien qui s'expliquerait, ou si elle arrive comme ça totalement ex nihilo. Et puis après, je me rends compte qu'elle ne le connaissait pas avant, que ce phénomène n'est pas qu'un épiphénomène, qu'il est mondial, qu'il est américain, européen, français. Et là, je me dis que je peux pas faire l'économie d'un livre. Oui, vous dites qui sont ces femmes, en fait. Qui sont ces femmes ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Qu'est-ce qu'elles cherchent ? Alors, moi, je vous ai entendu dans une interview où vous dites toutes les femmes ont ce potentiel-là d'aller vers ce type d'homme qui a tué, qui a violé. Je suis pas d'accord avec vous. Alors, ça a balayé, moi, justement, mes idées reçues. Parce que j'étais comme vous, Valérie, avant de commencer à travailler là-dessus. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui nous écoutent certainement, qui balayent ça d'un revers de main et le mettent à distance en disant ce sont des dingues. Moi, j'ai entendu ça, des dingues, des tarés, voire pire. Et en travaillant dessus et en allant interviewer criminologues, psychiatres, etc. Oui, parce qu'il y a beaucoup, pardon de vous interrompre, mais au milieu de ces témoignages de femmes, il y a évidemment des spécialistes qui vous pour essayer de prendre un peu de hauteur de vue. Et d'ailleurs, ce que vous recueillez va à l'encontre parfois de ce qu'ils vous ont dit. Exactement. Sur ces femmes. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette dualité-là. Et c'est là où je me suis rendu compte que, justement, ces femmes, alors il y a toujours ce premier pas qui est interrogatif, c'est-à-dire pourquoi elles font ce premier pas. Mais en même temps, elles sont pas si éloignées de nous que ça. Et elles sont notamment traversées par quelque chose qui nous traverse toutes, et je dis bien toutes parce que c'est essentiellement féminin, c'est le désir féminin. Alors quand on dit féminin, on dit des bêtises, mais malgré tout, un désir qui est plus fort que tout, qu'il va transformer l'autre, qu'il va sublimer l'autre, qu'il va le changer. Oui, alors c'est la rédemption, la seconde chance, la main tendue, la charité chrétienne, vous appelez ça comme vous voulez, mais on est toutes traversées par ça. Et puis c'est ce que les psys appellent la combinatoire, c'est-à-dire tous ces sentiments-là, l'avocate, l'infirmière, etc. Et puis le singulier, c'est notre vie, notre prisme. Ça veut dire qu'ils mettent de côté les viols,
Alors ça dépend. C'est ce que vous dit Elisabeth, oui. Qu'elle ne voulait pas parler, celle qui a été la maîtresse de Nordal Lelandais pendant 3 ans. Elle dit qu'elle ne voulait pas parler de l'affaire avec lui, qu'elle mettait ça à distance. Il y a une sorte de cloisonnement. Exactement, parce que, alors, pour certaines, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que certaines disent « je le nie complètement ». Voilà, ce n'est pas lui. Mais elles sont assez rares malgré tout. D'autres le mettent sous le tapis en disant c'est peut-être lui, mais ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas l'homme que je connais. C'est celui d'avant. Et puis il y en a d'autres beaucoup plus importantes aussi qui disent il faut faire avec. Alors je fais avec, mais je n'excuse pas, mais j'explique. Elles veulent expliquer, contextualiser, dire qu'il y a une enfance, qu'il y a eu des traumas, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. Et donc chacune, essaye de gérer cette information-là, de la digérer pour pouvoir assumer leur relation. Vous avez du mal à croire, Elisabeth. Vous, d'ailleurs, c'est ce qui est bien dans le livre, c'est que c'est très vivant, parce que vous dites les bras m'en tombent. Plusieurs fois, vous dites je vais même avoir besoin d'un kiné tellement je suis abasourdie par ce qu'elle me dit, et que vous avez du mal à la croire quand elle vous dit j'ai écrit comme ça. Et j'avais oublié que je lui avais écrit. Comment on peut oublier qu'on a écrit à Nordal Lelandais? C'est exactement ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire que quand elle me dit ça, alors elle, pourquoi elle écrit à Nordal Lelandais? Il y a une reconstitution du meurtre du jeune Arthur Noyer. Le journaliste qui couvre l'affaire est au JT de 13h et raconte que la foule crie à mort, à mort, à mort en parlant de Nordal Lelandais. Je pense que la plupart d'entre nous penseraient évidemment aux parents du caporal Arthur Noyer. Elle pense à Nordal Lelandais à ce moment-là en se disant mon Dieu, qui doit être seul. Et le soir même, après ce JT de 13h, après le boulot, quand elle rentre à la maison, à minuit, elle va lui envoyer un petit courrier. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Si vous avez besoin d'une main tendue, de parler à quelqu'un, je suis là. Et me dit-elle, j'oublie. Alors là, je vous avoue que je l'interpelle à plusieurs reprises en disant comment, Elisabeth, c'est impossible que vous oubliez. Elle me dit mais si, parce que j'ai une vie très prenante, j'ai un boulot incroyable, j'ai pas le temps, et puis au bout d'un mois, j'avais pas de nouvelles, donc moi j'avais complètement zappé. Et elle reçoit un courrier qui est celui de Nordal Lelandais. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, on s'en est un peu parlé hors micro, et ce qui est dommage, c'est que, mais ce sera peut-être un autre livre, c'est comment ces hommes en prison reçoivent cet amour. Alors ça y est pas du tout dans le livre. Moi, j'aimerais bien savoir si ça redonne entre guillemets du courage à Nordal Lelandais qui se dit je peux être encore aimé et aimable. Est-ce que ça les transforme? Est-ce que ça les remet en contact avec la vie réelle? Il y a deux thèses qui s'opposent et j'en parle dans le livre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été voir leurs avocats. D'abord, je voulais que la parole centrale du livre soit celle des femmes. C'est pour ça que je l'ai pas, j'allais dire, phagocyté par la parole de ces hommes-là. Mais il fallait quand même qu'il y ait du contradictoire, et le contradictoire, il est porté par la parole des avocats. Et donc, il y a deux versions. Il y a celle des avocats qui me disent, mais c'est pas parce que ces hommes-là sont passés à l'acte, sont clivés, qu'ils sont incapables d'aimer, et que ces femmes-là ne représentent pas pour eux un amour réel. Et puis il y a la parole notamment d'anciens directeurs de centrales de prison que j'interviewe ou de surveillants de prison qui me disent ne soyons pas dupes non plus. Elles représentent une possibilité de sortie quand ils ont à présenter un dossier. Elles représentent du soutien financier. Elles représentent une possibilité de vie sexuelle. Voilà. Après, moi, vous savez, comme dans le livre, je n'aime pas le tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Évidemment qu'il y a parfois de l'emprise, évidemment qu'elle représente aussi un soleil dans leur vie un peu grisâtre. Vous pensez qu'il peut y avoir de l'amour de leur part à eux? Moi, je crois que pour certains, il peut y avoir de l'amour. Alors, je dirais pas pour tous. Non. En l'occurrence, dans Nordal Lelandais, je n'y crois pas. Non. Voyez. Moi, j'ai été effarée de voir qu'il avait droit à des EVF, c'est-à-dire des unités de vie familiale. C'est-à-dire que c'est un petit appartement où il peut, pendant un week-end, vivre avec la personne Elisabeth va être violentée. Voilà. Donc, j'ai été étonnée qu'il ait droit à cela. Et alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que lorsque j'en parle à son avocat, lui-même est étonné que Nordal Lelandais ait eu accès, parce qu'il n'a pas à avoir à dire oui ou non, mais voilà, il en est étonné. Et là encore, il y a deux thèses qui s'opposent. Il y a celles qui disent ils sont privés de liberté, mais ils ne sont pas privés du reste, des droits de tous les prisonniers. Et puis d'autres qui disent mais ce sont des prisonniers tellement particuliers qu'ils ne devraient pas y avoir accès, parce que le législateur, lorsqu'il a pensé aux UVF, c'est pour des prisonniers qui ont une vie de famille, qui ont des enfants, dont il ne faut pas rompre le lien familial, etc., etc. Là, en l'occurrence, Elisabeth est une compagne rencontrée en prison.
Voilà. Mais c'est à la liberté de l'administration. Vous savez qui est la femme qui a donné naissance à son enfant ou pas? C'est une autre femme. Oui, c'est une autre femme. Il y en a eu une autre entre les deux. Vous savez qui elle est? Vous avez essayé de la contacter? Non, j'ai pas essayé de la contacter. Je crois qu'elle aussi se cache, comme Elisabeth d'ailleurs, qui n'a qu'une hantise, c'est qu'on la traque, qu'on essaye de retrouver qui elle est, etc. Parce qu'Isabelle, par ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'elle se retourne sur son parcours, s'interroge elle-même sur comment elle a pu dévisser et porte une culpabilité énorme, notamment vis-à-vis des familles. Elle dit c'est un crime de l'avoir aimé et de lui avoir permis d'être heureux. Oui, parce qu'elle porte cette culpabilité vis-à-vis des familles des victimes. Et d'ailleurs, elle me dit, j'ai un temps songé à contacter les parents des victimes. Et pour m'excuser, je lui demande mais vous excusez de quoi? Elle me dit de l'avoir aimé, parce que par ma présence, je lui ai permis d'être de temps à autre heureux, et eux ne le sont plus, ils sont condamnés depuis qu'il a tué leurs enfants. Il y a bien une faille quand même chez ces femmes. Vous dites qu'on est toutes potentiellement aimantes et dans cette idée de rédemption, de pouvoir aider, mais il y a quand même une faille. Je veux dire, on peut ressentir de la compassion peut-être, mais sur un tueur comme Nordal Lelandais qui a tué une petite fille, on a du mal à imaginer, malgré tout, qu'on puisse mettre à distance l'abomination de ce qu'il a pu faire. Il y a peut-être quelque part une faille, mais encore une fois, ce sont des failles qui parfois sont inconscientes, c'est-à-dire que la personne elle-même ne sait pas ce qu'elle est en train de réparer. En l'occurrence, Elisabeth, je soulève quelque chose. Alors, je ne suis pas psychiatre, mais je soulève une concomitance qui me semble intéressante. Elle perd son père au moment où elle a cette début de relation avec Nordal Lelandais. Un homme chasse l'autre. Est-ce que est-ce que c'est de la psychanalyse choix aussi, est-ce que je fais de la psychanalyse sauvage? Il y a aussi cette relation très étonnante de cette Française qui contacte un détenu américain. Et là, pour le coup, il n'y a aucun contact physique. Donc, c'est quoi cette relation? Un amour sublimé. Alors d'abord, c'est Sandrine Ager-Skinner que je salue parce que je trouve que c'est une femme absolument formidable, courageuse, abolitionniste convaincue, qui, dans le cadre de ce militantisme, va écrire à différents prisonniers aux États-Unis sur les 3 courriers qu'elle va envoyer, il y a une lettre qui va la frapper. Et elle va se dire mais c'est pas possible, réveille-toi ma fille, tu peux pas tomber comme ça dans une sorte d'âme sœur immédiate. Pendant plus d'1 an, et même 2 ans, elle va se dialoguer avec Hank Skinner, qui est donc le condamné à mort aux États-Unis, sans lui révéler quoi que ce soit des états d'âme qu'elle éprouve et de l'amour qu'elle éprouve pour lui. Et puis, au fur et à mesure, ils vont se dévoiler l'un l'autre. Et Dieu sait si cette femme a subi des obstacles incroyables, parce que l'administration américaine est encore plus dure que l'administration française, et qu'on a tout fait pour les empêcher. Et d'ailleurs, au Texas, il y a systématiquement une vitre entre le visiteur et le condamné, ce qui fait que ça fait 27 ans qu'ils sont mariés, et elle n'a pas pu, ne serait-ce que sentir son odeur, le toucher, l'embrasser, lui tenir la main. Ce qui est fou. C'est un amour incroyable. Mais c'est souvent des échanges épistolaires, et logiquement, est-ce que les écrits et les lettres sont lus en prison avant d'être remis aux prisonniers? Donc ça veut dire que ces relations-là, de tous les exemples qui sont dans le livre, en fait, la direction pénitentiaire est au courant, non? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est pas interdit. C'est pas interdit de tomber amoureux. Pas interdit. Donc, voilà. Après, c'est à la discrétion de l'administration pénitentiaire d'accorder ou pas un droit de visite. En l'occurrence, Elisabeth, elle a mis à 3 reprises avant de pouvoir l'obtenir, parce que justement, elle n'avait pas de lien de parenté et qu'on s'interrogeait sur cette femme. Mais souvenez-vous de Libération et des annonces de Tollard. Enfin, c'est une autre époque, mais tous les week-ends, je crois que c'était, il y avait ces annonces de prisonniers qui réclamaient de pouvoir avoir des échanges. Il y avait 2 pages, je crois, entières. Ça a beaucoup changé. On se retrouve dans un instant avec Valérie Benaïm. On continue à parler de ce livre. Il n'est pas celui que vous croyez. Et puis, on parlera un peu de la télé aussi avec vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Valérie Benaïm. Il n'est pas celui que vous croyez, c'est Femmes amoureuses de tueurs en série. C'est paru chez Fayard. Vous explorez donc tout cet univers, ces femmes qui se décident un jour à écrire un condamné en général pour des meurtres, pour des faits graves, des faits très graves. Elles ne sont, alors elles, c'est le titre, il n'est pas celui que vous croyez, parce qu'elles disent il n'est pas aussi mauvais qu'on peut l'imaginer. Exactement, il n'est pas que
le crime. C'est ça, en fait. Ouais. C'est que, mais d'ailleurs, le docteur Daniel Diaguri, que j'interroge, me dit, vous savez, et là encore, mais les bras m'en sont tombés, mais vous savez, quand j'ai interrogé Guy Georges, eh bien, Guy Georges, en dehors de ses crimes, pendant l'expertise, était un garçon charmant. Ouais. Alors évidemment, c'est très difficile d'entendre ça, c'est même impossible d'entendre ça. Et pourtant, et c'est le combat de ces femmes, c'est de dire, vous connaissez un homme que la presse a relaté avec ses crimes, le sang sur les mains, l'horreur de ses crimes, mais il n'est pas que ça. Et moi, je connais l'autre homme. Et mon désir est tellement fort qu'il va écraser l'image que vous avez de lui en superposant une autre image qui est celle que moi je connais. Mais vous avez souvent ça dans les reportages, quand vous avez les voisins ou les voisines qui disent « mais il était si charmant, on ne pouvait pas savoir, on l'adorait ». Mais une fois qu'on sait, c'est plus perturbant comme démarche. Ça a été compliqué de les convaincre de parler. Est-ce que vous auriez aimé en avoir plus? Est-ce que vous avez eu beaucoup de refus? Alors, j'ai eu des refus, bien sûr, et notamment de l'administration pénitentiaire, parce qu'il y avait aussi des gardiennes de prison qui n'ont pas souhaité parler, parce qu'elles remettent en cause leur travail, évidemment, y compris si je leur proposais l'anonymat complet, etc. Elles étaient terrifiées par ça. D'autres aussi ont refusé parce que, là encore, elles ne voulaient pas être traquées. Et puis, celles qui ont accepté l'ont fait parce que, au bout du bout, elles voulaient malgré tout qu'on entende leur voix. Oui. Vous avez pensé à la famille de Maëlys, en l'occurrence? Bien sûr. De Maëlys, d'Arthur Noyer, des familles des victimes de Patrice Allègre, de Guy Georges, évidemment. Il n'y a pas un jour où j'étais avec elle, où je travaillais sur ce livre, et ça m'a pris 2 ans. Et l'histoire de Patrice Allègre est dingue aussi dans le livre. Avec Marie. Avec Marie. Ouais. Marie est incroyable parce que Marie a tout lâché. Marie était une jeune femme qui écrivait. Elle est partie. Alors oui, elle vivait au Canada. Au Québec, elle écrivait des. Elle se présente en tout cas comme une étudiante en psychologie. Elle voulait écrire à des serial killers pour sa thèse. Elle se trouve qu'elle écrit à Patrice Allègre, qui sont à 8000 km l'un de l'autre, et que il se passe une relation incroyable entre ces deux-là, un truc assez fusionnel et assez fou, que je ne saurais moi déterminer. Je n'arrive pas à poser un adjectif là-dessus. Et c'est tellement fort et tellement puissant pour elle qu'elle lâche tout. Elle ne prend pas les enfants d'abord, elle laisse les enfants. Elle vient de divorcer, elle laisse les enfants au Canada et elle vient s'installer à côté de la centrale pour vivre avec quelqu'un qu'elle n'a pas vu. Avec lequel elle a juste correspondu. Et après, elle fera venir ses enfants. Et par ailleurs, comme elle a tout lâché, elle n'a pas de moyens de revenu. Oui, c'est Patrice Allègre qui sur sa cantine, enfin ce qu'on appelle la cantine, sur l'argent, qui va lui donner de l'argent. De 200 € par mois pour vivre. C'est assez dingue, assez fou. Enfin, là, j'avoue que c'est encore un autre cas de figure, Marie. Marie, Marie, alors pour le coup, elle, tout le monde se trompe. Elle est persuadée d'avoir raison. On est dans vraiment, c'est encore totalement différent d'Elisabeth, qui Elisabeth comprend où elle se situe. Marie, elle est dans un pas de deux très compliqué, où elle assume sans assumer, puis après elle en veut à la terre entière, tout le monde s'est trompé, les psys se sont trompés, etc. C'est très particulier. Pourquoi un livre et pas un documentaire? Ça aurait pu intéresser Netflix ou Prime Vidéo sans aucun souci. Non, mais peut-être dans un second temps, j'en rêve, voilà, vraiment. Mais je voulais d'abord, moi, me dépatouiller avec ce sujet, essayer de le comprendre, de l'embrasser, l'écrit est plus facile peut-être que l'image dans un premier temps. Pour ces femmes-là, évidemment. Stéphane dit, quelles peuvent être les conséquences de telles relations? Est-ce qu'il y a eu des drames car les femmes amoureuses d'un condamné à mort aux États-Unis, c'est un discours construit en sachant que son compagnon va être exécuté. Donc quelles sont les conséquences de ces relations amoureuses? Ça peut être une déflagration quand votre entourage n'adhère pas à ce que vous êtes en train de faire. Alors, au mieux, ils ont peur pour vous, donc ils sont dans l'empathie et ils vous supportent, ils vous soutiennent. Au pire, ils sont dans l'incompréhension totale et ils vous abandonnent. Elisabeth, tous ses amis sont partis à l'exception d'un seul. Par exemple, pour Sandrine m'explique qu'elle est aujourd'hui au RSA parce que son travail en apathie, parce que elle est entourée par ses amis, par sa famille, mais malgré tout, il faut, gréver sa vie professionnelle et sa vie privée, faire des allers-retours aux États-Unis, ça coûte de l'argent, voilà, donc ça a un impact, bien sûr. Est-ce que certaines deviennent délinquantes à leur tour, c'est-à-dire amènent du cannabis ou c'est ce qui s'est passé pour Elisabeth, voilà. Je lance pour qu'elle me réponde ça. Il joue au faux candide. Oui. Elisabeth, oui, évidemment, Elisabeth a glissé, et c'est ce qui est
interroge aussi, parce qu'Elisabeth, elle vient d'une famille catholique, pratiquante, elle n'a pas eu affaire à la justice auparavant. C'est dingue ça. Très insérée avec un métier, etc. Elle travaille dans le médico-social. Et elle va aller jusqu'à aller. Et elle va transgresser. Elle va tout transgresser. Elle va passer de la drogue, elle va passer de l'alcool. D'ailleurs, elle me dira, lorsque je passe le portique de la prison, j'ai une sorte de sentiment d'exaltation, de joie, parce qu'il va être fier de moi. Donc voilà, on est dans quelque chose, une forme d'emprise aussi. Mais il y avait une Nadine Vaujour aussi à l'époque. Bien sûr. Qui avait criait. Surtout qui a aidé à l'évasion. L'évasion, mais qui venait crier son amour devant la prison. Surtout participer à l'évasion. Là, vous parliez de transgression pour le coup. Là, on est dans la transgression totale. La transgression totale. Bien sûr. On parle de la télé un peu. Donc c'est tous les jours, effectivement. J'ai dit du lundi au vendredi, c'est du lundi au dimanche à présent. Oui. Donc, regardez, j'ai pas l'air épanouie. Non, il y a un auditeur qui dit, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez envie de quitter le plateau quand vous voyez des intervenants qui sont totalement à l'opposé de ce que vous pensez? C'est le principe même de l'émission, donc sinon je la fais pas. C'est de se frotter à des avis qui sont contraires aux vôtres et de débattre. Donc si je n'avais autour de la table que des gens qui sont d'accord avec moi, il n'y a plus de discussion possible. Mais donc, quand on est vraiment en opposition fondamentale, je vois sur les vaccins, vous étiez avec Géraldine. Là on retrousse les manches et on dit allons-y. Allons-y. Et c'est ça qui est bien aussi. Mais ça vous coûte aussi parfois parce que vous êtes l'objet d'insultes, de menaces. Vous aviez porté plainte tout à fait, sur les réseaux sociaux. Ça continue ou pas? Non, ça s'est arrêté, heureusement. On va pas relancer le truc. Mais oui, alors j'allais dire malheureusement la règle du jeu aujourd'hui, mais j'imagine que vous ici aussi, vous devez subir lorsque vous avez des prises de position. Voilà. Je le déplore. Il faut faire avec, on fait avec, mais j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt. Moi, je suis prête à débattre avec tout le monde. J'ai la preuve sur le plateau de Touche pas à mon poste, donc y compris des avis totalement contraires aux miens, mais avec une forme de politesse, de bienveillance. Voilà. L'invective pour l'invective, je ne la comprends pas. Maintenant, c'est la règle du jeu sur les réseaux sociaux. Mais comment vous supportez le professeur Raoult, par exemple? C'est-à-dire qu'il ne veut débattre avec personne, qui est à l'opposé de ce que vous défendez. Vous rongez votre frein pendant cette interview? Écoutez, oui, en règle générale, il y a toujours un contradicteur. Alors, le contradicteur officiel du professeur Raoult, c'est Géraldine Maillet sur le plateau. Donc, elle est ma voix. On n'a pas besoin d'être 12. C'est un one-to-one, one face one. Et à partir de là, à partir du moment où les deux opinions peuvent être exprimées, j'ai plus de soucis. Je vais revenir sur le complément d'enquête. Oui. Évidemment. Après, j'ai participé. Après, vous allez dire que j'ai mauvais fond. Alors, oui, de toute façon, j'ai bien compris. Il y a good cop, bad cop. C'est ça. Chacun. Voilà. Alors, est-ce que vous aussi, dans Touche pas à mon poste, vous avez des instructions de Cyril, et est-ce que franchement, vous jouez un rôle? Non, mais franchement, vous connaissez la réponse. Évidemment que non. Vous croyez vraiment que je vais rester 11 ans avec quelqu'un? Depuis 20 ans. Mais oui, c'est pour ça. Vous croyez vraiment que je vais rester 11 ans avec quelqu'un qui me dit tu dis ça, tu fais ça. Enfin, c'est même extrêmement. Alors, on veut l'attaquer lui, mais en fait, on nous attaque nous. C'est-à-dire, c'est extrêmement dégradant pour nous de dire que nous sommes finalement que des marionnettes, avec totalement décérébrés, dépourvus de cerveau et incapables de dire ce que l'on pense. C'est pour attaquer Cyril, finalement, on dégrade 10 personnes autour de la table. Je trouve ça lamentable. Non, mais il peut avoir une ligne éditoriale qui est donnée en disant qu'il veut être. La ligne éditoriale, c'est le débat. Et vous voyez bien que justement, vous disiez tout à l'heure en souriant, ça fait penser à TPMP. Je vois pas d'autre endroit où ça débat, et ça débat fort. Si ça ne débattait pas, c'est là je pourrais entendre que certains disent, attendez, tout le monde est unilatéral. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas. Pourquoi vous avez accepté complément d'enquête? Parce que on me l'a proposé, et moi j'ai aucun problème, encore une fois, à dire ce que j'ai à dire. Donc voilà, peu importe le support, y compris celui-ci dont je me doutais bien qu'il serait plutôt à charge. Moi, ça me pose aucun problème. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Vous avez un autre livre en gestation ou pas? Oui, j'en ai un autre là. Je suis déjà sur le prochain. Et vous arrivez, comment vous gérez le temps? Parce que Gilles posait la question. Alors, ça se prépare TPMP? Oui, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Écoutez, vous voyez, je suis extrêmement maquillée aujourd'hui pour planquer les cernes. Non, mais vous savez de quoi on va parler ce soir? N'en touche pas à mon poste. Non, vous le savez dans l'après-midi. Pas encore. Il est un peu tôt. Dans 20 minutes, je vais le savoir à peu près. Mais oui, non, mais je travaille le matin, le soir, les week-ends, les
les vacances, tout le temps. Bah tout oui, le temps. la preuve, Mais ça, regardez, on n'est pas frais, ça nous maintient en vie. Bah, oui, Qu'est-ce que vous diriez sur... moi, c'est quelqu'un qui me fascine, Cyril Hanouna, pour tout vous dire. Aussi bien Il est fascinant, je suis d'accord. Et puis c'est quelqu'un qui a eu un parcours, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé comme ça à l'antenne. C'est construit. Il y a eu plein d'échecs et qu'il s'est construit. Et ça, c'est ça aussi qui fait sa personnalité. Mais vous, qu'est-ce que vous aimez en lui ou qu'est-ce qui vous énerve en lui Alors, je vais utiliser un mot qui est très galvaudé, mais vraiment, je le pense dans l'acceptation première du terme. C'est un génie. Ouais. Alors c'est extrêmement galvaudé parce qu'on dit tout et n'importe quoi quand on dit un génie, etc. Mais en l'occurrence, je pense que c'est un génie avec ce qui est inhérent au génie, les emportements, parfois les injustices, mais le talent. Il est précurseur, il a une forme de folie. Personne ne lui ressemble, il ne ressemble à personne, il ne cherche à ressembler à personne. Et d'ailleurs, tout le monde court après. Quand il découpe une émission, tout le monde découpe l'émission de la même façon derrière. Quand il renifle l'air du temps, on constate qu'un mois plus tard ou 2 mois plus tard, tout le monde fait la même chose. Voilà, et il m'épate. On est tout à fait dissemblables sur plein de choses, et en même temps, c'est mon ami. Vous voyez en dehors ? Oui, on se voit en dehors, et j'ai vraiment de l'amitié pour lui. Et en plus, il a cette capacité, et on se comprend très bien là-dessus, quand on est ensemble et quand on se parle. On est capable de savoir à quel moment c'est d'ami à ami, de patron à chroniqueuse, de producteur à animatrice. Et on se trompe jamais. Vous pensez qu'il pourrait vivre sans télé ? Alors je ne sais pas. Je crois qu'il pourrait peut-être, mais il pourrait pas vivre sans exaltation, sans folie, sans se mêler de tout. Il adore se mêler de tout. Voilà. Bon. Mais la télé peut-être. Allez savoir. Il a le paddle. Il a le paddle, ouais, exactement. Et puis aussi, on peut parler sur MyCanal de droit d'auteur. Oui, de droit d'auteur. Donc, vous rencontrez les écrivains. C'est votre mon petit bébé. Bonbon, c'est votre pastille de plaisir. Exactement, ouais, vraiment. Vous recevez des auteurs. Voilà, c'est 1 heure et demie de face à face avec un auteur en extérieur. On essaie de l'emmener dans des univers qui lui ressemblent. Et pendant 1 heure, on parle de la genèse de ce qui a fait de lui un écrivain. Et on jusqu'à son dernier livre qui vient de sortir. Pas en diffusion sur C8 parce que les livres ça intéresse plus. Si, non pas forcément. C'est parce que moi j'ai négocié d'être sur MyCanal avec Canal+. Parce que n'auriez pas aimé être sur C8. Non, honnêtement, parce que je trouve que sur une plateforme comme MyCanal, d'abord je m'adapte. Je peux faire 1 heure si j'ai envie, 1 heure et demie si il y a plus de matière. Je peux prendre le temps long et je trouve que c'est assez formidable. Il n'est pas celui que vous croyez, Valérie Benaïm. Ces femmes amoureuses de tueurs en série, c'est paru chez Fayard et on vous le recommande parce que ça se lit, tel un polar presque. C'est une grande enquête écrite à la première personne avec votre étonnement, votre façon. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas académique, c'est que c'est votre ressenti aussi face à. C'est très visuel en fait. Oui, je voulais prendre les gens par la main et puis qu'ils traversent les mêmes émotions que moi. L'empathie quand j'étais en empathie, l'incompréhension, etc. Ouais. Merci à vous Valérie Benaïm. Dans un instant, les débats. À tout de suite.